Alors, à compter d'aujourd'hui, il y a plein de manifestations sur le patrimoine de l'île, l'identité, les influences à Mayotte. Et samedi, il y aura notamment une conférence sur les langues locales au siège du département. Sur ce dernier point d'ailleurs, votre engagement n'est plus à démontrer. Pour vous, il est primordial de protéger et de transmettre le shimaoré et le kibushi. Alors, 8 habitants sur 10 disent maîtriser le shimaoré et le kibushi. Ça, c'est selon une étude de l'INSEE qui date de 2019. Est-ce que pour vous, c'est la réalité sur le terrain ? À mon sens, la réalité sur le terrain n'a jamais été vraiment dite. La réalité, c'est qu'il y a plus de kibushiphones dans l'île que de shimaoréphones, puisque pratiquement l'ensemble de ceux qui parlent shimaoré, à cause des voyages à Madagascar notamment, et à cause du rapprochement des villages qui parlent shibushi, etc., ils connaissent le kibushi aussi. De plus en plus de kibushiphones maintenant là ne parlent pas shimaoré. C'est-à-dire ils se sont concentrés que sur le kibushi du coup? Oui, parce que... Pourtant, on voit, il y en a quand même beaucoup qui maîtrisent les deux. On les oblige à parler, mais il y en a beaucoup maintenant qui refusent de parler et qui n'ont pas forcément l'occasion de beaucoup parler. Qui les oblige à parler? Mais quand ils sont dans les maringoués en shimaoré, là, on leur dit, mais c'est quoi ce zao là? Ici, on est à maoré, donc il faut parler shimaoré. Le kibushi, c'est de bushine, etc., etc. Et votre association, elle œuvre depuis 1998 à la sauvegarde et à la diffusion du shimaoré et du kibushi. Aujourd'hui, vous faites quel état des lieux? Est-ce que les langues, elles sont menacées d'extinction? Aussi bien le shimaoré que le kibushi. Extinction, peut-être, mais déformation à coup sûr. Déformation en ce sens que nous vivons ici une diglossie très dure, avec au-dessus de nos deux langues, le français qui occupe une place trop grande, à mon sens. Après, c'est un monolinguisme qui a été un peu, on va dire, mis en place par l'État. Et des agents de l'éducation nationale qui font fi de la loi et qui continuent à faire en sorte que nos langues soient malmenées. Et quand vous dites continuer à faire en sorte, c'est dans quel sens? Pardon? Quand vous dites qu'il continue justement à faire en sorte que les langues ne soient plus trop parlées, c'est dans quel sens? Pas à ne pas être parlé, mais à mal être, à vivre mal. La langue vivra bien quand les enfants continueront à l'apprendre. Et on apprend les langues à l'école. La loi dit qu'il faut enseigner les langues régionales de toute la France. Là, vous parlez de la loi Molac. Mais bien sûr, mais ici, on refuse de l'appliquer. Et donc, c'est quelque part à faire en sorte que les langues n'aient pas assez de place, n'aient pas assez de vigueur, ne vivent pas, qu'ils soient appelés à disparaître. Cette loi, justement, Molac, elle a été votée en 2021. Elle permet une généralisation de l'enseignement des langues régionales à l'école, aussi bien le créole, le wallisien, le foutounien. Mais l'apprentissage des dialectes ultramarins reste facultatif. Et au final, cette loi, elle donne plus une latitude aux régions pour agir à travers des signatures de conventions entre l'État et les collectivités. Ce ne serait pas plus justement aux collectivités de batailler pour ça? Alors, une rectification. Ma maman et mon papa n'ont jamais parlé un dialecte. Ils parlent une langue qui s'appelle le shimaoré ou le kibush. Le terme dialecte, là, je le déteste parce que c'est une manière française de minorer ce qui n'est pas très français de l'Hexagone. Oui, il faudrait que l'on bataille. Mais quand on le bataille sur intérêt où les armes ne sont pas équitables, on perd d'avance. Ici, à Mayotte, le conseil départemental a essayé de faire en sorte qu'on essaye d'avancer sur la question de l'apprentissage des langues. Mais vous savez qu'à Mayotte, le conseil général n'a pas totalement tous les moyens pour pouvoir poser les choses. Alors, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les bras longs, refusent de faire en sorte qu'on avance sur ce point. Justement, pour enseigner les langues locales justement à l'école, il y avait cette convention entre vous, enfin l'association Chimé, l'ancien recteur de Mayotte qui était Gilles Albo à l'époque, le conseil départemental et le CUFR qui est maintenant l'université de Mayotte. Vous avez signé une convention pour apprendre justement les langues locales dans les écoles primaires. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau recteur, Jacques Miklovic. Où en est un peu le dossier? Alors, pour l'ancien recteur,
les rapports montreront qu'il a dit oui. Mais qu'a-t-il fait? Pour le nouveau, il affiche clairement son opposition à l'apprentissage de nos langues. Voilà ce qu'il y en est. Et donc, comme je le disais au tout début, s'il faut compter sur des personnes qui ne nous aiment pas et qui n'aiment pas notre langue ici pour avancer, nous n'avancerons pas. Il appartient maintenant à nos parlementaires et à nos élus d'élever la voix et de dire haut et fort qu'on nous envoie ici des gens qui veulent bien que nous réussissions dans l'éducation de nos enfants, dans le développement de notre île en général, côté éducation nationale, qu'on ne nous envoie pas des gens qui sont contre nous, parce qu'on ne pourra pas avancer ni dans la formation de nos jeunes, ni dans le développement de notre propre île. Alors, on va revenir à l'apprentissage donc à l'école. Mais vous, l'association Chimé, donc qui offre depuis 1998, vous mettez quoi, par exemple, en place? Quelles actions pour promouvoir nos langues locales? Alors, si c'est la question, je pense que si vous m'avez invité ici aujourd'hui, c'est que vous savez que je suis président de l'association Chimé, c'est que vous avez une certaine visibilité, une certaine lecture de ce que la petite association en question a fait concernant les langues de la région, je vais dire, de Mayotte. Mais une association, une petite association sans grands moyens, fait ce qu'elle peut faire. Ce que nous avons fait, nous, c'est quoi? Nous avons crié au effort pour que nous ne tournions pas le dos à nos langues et à notre culture. Et je pense que la population l'a entendu. Ici, par exemple, à Mayotte, la première, j'interviens de moins en moins, personnellement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'animation concernant les langues. J'ai compris qu'actuellement, il y a une plage horaire offerte au Kibush et une autre plage horaire offerte au Shimaore, à la radio. Et ça, pour vous, voilà, ce sont des, si ce sont cela des bonnes existe, choses pour c'est parce continuer de qu'il y a eu transmettre. du travail reconnu jusqu'ici. Donc, je pense que le travail de Chimé par rapport à la lutte pour faire en sorte que nos langues aient de la voix, faire en sorte que nos langues vivent, je pense qu'elle n'est plus à démontrer. Oui, elle n'est plus à démontrer, mais est-ce que vous avez des actions à venir, peut-être? Alors, c'est déjà que vous mettez des fois en place, je pense, au concours Tamacha, par exemple. Nos actions à venir, oui, il y en a. Vous avez évoqué Tamacha. Oui, mais là aussi, nous boitons un peu parce que quand nous avons une idée. Alors, on va juste un peu rappeler peut-être aux auditeurs. Donc, Tamacha, voilà, c'est ce concours d'éloquence, voilà. En Kimaore et en Kibushi, qui a eu lieu l'année dernière et qui a vu le succès d'un jeune homme d'Akwa, côté Kibushi, et d'une belle dame de Hamwanatindi pour le Shimaore. Mais là, cette année, par exemple, on n'est pas soutenu, donc on ne peut pas le faire. Voire même l'année dernière, il était question de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire ceux qui auraient réussi au concours devaient aussi voyager, mais cela n'a pas été fait, on n'a pas abouti dans ça. Et donc, quand Chimé a des idées comme ça, il faudrait que l'on puisse avoir derrière une force pour pouvoir nous soutenir et aller jusqu'au bout de l'idée, mais là, vous le voyez, ça n'est pas le cas. Autre projet, actuellement, ce qui est au vent, c'est plutôt l'informatique, l'IA, etc., l'intelligence artificielle, etc. Il faut que nous puissions nous inscrire dedans. Il faut que nos langues puissent être admises dedans. Mais il y a une partie de ce travail qui n'appartient pas à Chimé. On n'est pas des spécialistes de ce monde-là. Et donc, si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne travaillons pas tous ensemble, je pense que nous ne réussirons pas. Et donc, je fais appel à la jeunesse qui est formée et intelligente. Je leur demande d'être wazalendo, d'aimer ce qui leur appartient et de faire en sorte que demain ne soit pas contre eux. L'avenir de ce monde, l'avenir de ce coin se fera dans le canal de Mozambique. Et dans le canal de Mozambique, il y a une langue qui s'appelle le Kiswahili, qui est vraiment très proche du Shimaore. Si nous entretenons bien notre Shimaore, nous pourrons facilement accéder à cette langue-là et être au vent de ce qui se fera demain. Donc, que la jeunesse se réveille pour travailler le Shimaore, le Kibushi, le mettre en avant du mieux qu'ils peuvent. Mais ça se travaille aussi directement à la maison. On fait comment quand aujourd'hui beaucoup de parents ne le parlent pas ça se travaille mieux à l'école.
arrêtez de laisser la langue à la maison. Pas qu'à à l'école, mais aussi à la maison. Ça se travaille à l'école très tôt pour permettre à nos enfants de réussir. Partout à l'école, c'est-à-dire de la maternelle à l'université et au-delà, c'est une langue. C'est une langue bien installée dans une grande culture, plus grande que la culture française. Ceci dit, M. Rastamis Pello, pour apprendre une langue à l'école, il faut des règles, une grammaire, mais celles du Shimaoré et du Kibushi ne sont pas forcément établies. Aujourd'hui, comment on fait, sachant qu'il y a des mots aussi selon les villages qui ne sont pas les mêmes? Ce n'est même pas un problème. Nous avons donné beaucoup de cours de Shimaoré à des gens, ils ont beaucoup compris. Il faut que nous soyons d'accord pour que toute cette cohorte de gens qui ont été formés et qui s'appellent pédagogues, qui sont maorés, pour qu'on puisse les employer pour faire ce travail-là. Et aujourd'hui, comment parce qu'on sait que dans certains villages, certains maintiennent que non, on dit comme ça, non, ce mot-là, ce sera ça, ça ne va pas créer plus de tension qu'autre chose? Non, il n'y aura pas de tension. Si vous voulez dire comme vous dites comme vous dites, mais il va falloir normaliser. Il faudrait mettre en place le baraz à la Shimaoré pour être le juge, le maître des lieux, pour pouvoir à la fois fixer les choses, mais aussi créer les nouveaux mots. Parce que s'il faut que nous parlions Shimaoré de manière scientifique, les mots que nous avons hérités de nos parents ne suffiront pas. Il va falloir en inventer. Et du coup, si j'en invente, vous ne serez pas d'accord. Mais si nous mettons en place un chicao, un baraz... Un gros dictionnaire, d'abord un conseil qui puisse décider des nouveaux mots. Mais le travail, dictionnaire, lexique, tout ça là, oui, c'est un travail à faire. Mais décider des nouveaux mots qu'il va falloir employer, là, on sera tous d'accord, puisqu'on saura qu'il y a une entité que nous avons acceptée qui a fait le travail. Aujourd'hui, oui, allez-y. Aujourd'hui, quand on voit, voilà, déjà, il y a beaucoup d'heures de cours pour les élèves. On connaît déjà la situation à Mayotte, ce n'est un secret pour personne. Des classes surchargées, on ne peut pas forcément... il y a trop d'élèves, voilà, pour un peu résumer le tout. Rajouter, voilà, ça pourquoi en plus, ne pas en enlever? Pourquoi apprendre l'espagnol à la place du Shimaoré? Pourquoi on ne mettrait pas dehors l'espagnol et mettre du Shimaoré? Ça serait plus important pour nous que d'aller perdre du temps à apprendre une langue qui ne servira à rien. Ça ne servira pas forcément à rien, Rastamis Pello. Mais le Shimaoré est plus important dans la région où nous sommes que ce que... J'ai appris l'espagnol, mais il ne me sert à rien. J'étais très bon en espagnol, mais il ne me sert strictement à rien. Donc, ce qui n'est pas utile, comme l'espagnol, le mettre dehors et mettre quelque chose qui puisse être utile et pour nous et pour nos enfants. Dans l'apprentissage, c'est un atout. Ça va apporter quoi à un élève, voilà, qui apprend le Shimaoré, le Kibushi? Expliquez-nous, voilà, cette vision que vous avez. Voyez, cette question-là, normalement, elle ne devait pas être à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que il y a des réalités qui sont là, mais que les gens qui viennent ici pour pas... Je vais venir, mais des réalités qui sont là, mais qui sont cachées par les gens. Le fait que tu ailles à l'école et que tu apprends les choses dans ta langue, ça te facilite beaucoup de choses. C'est une première chose. Le fait que notre langue soit naturellement très riche, déjà, si nous apprenions les règles de cette langue, quand on viendrait nous enseigner une nouvelle langue, nous nous appuierons sur ce que nous possédons pour pouvoir faire face à l'apprentissage de cette autre langue. Jamais un élève de Mayotte ne devait avoir des problèmes dans l'apprentissage d'une petite langue, comme l'anglais. Dire que c'est difficile, mais ça ne peut pas être difficile devant le Shimaoré. Si nos enfants apprenaient leur langue, il n'y aurait pas de problème de grammaire d'anglais ou de machin. Non. C'est la base de tout. C'est des languettes. Quand vous prenez une langue qui est pauvre, comme le français, pour apprendre une langue à peu près riche comme l'anglais, qui va vous dire par exemple qu'il y a 3 formes de présent en anglais, mais en français c'est une seule forme de présent, et donc vous allez partir du français pour enseigner aux enfants l'anglais. Comment vous allez leur expliquer en français ces autres langues-là, cette différence, machin chose, alors qu'ils l'ont dans leur langue, mais vous appuyez pas sur leur langue pour leur dire oh, attends, I am going to school, vous l'avez, c'est ça, I go to school, c'est ça, I have been going to school, c'est ça, mais nous l'avons chez nous.
et bien d'autres choses de riches dans notre langue, mais notre richesse reste cachée et on ne veut pas le montrer, mais on ne veut pas que nos enfants s'appuient dessus pour pouvoir bien réussir à l'école. Ouais. Et dernière question, parce que le temps qui nous est imparti, il est déjà écoulé. Vous avez une autre bataille vraiment que vous portez au front, c'est la réécriture des noms des villages et des communes. Expliquez-nous. Alors, ça entre dans ce qu'on appellerait facilement la toponymie. La toponymie, les noms des lieux. Mais les noms de lieux qui ont été posés par les anciens, ils ont une histoire, c'est une partie de notre histoire. Apprendre la toponymie de Mayotte, c'est apprendre l'histoire de Mayotte. J'ai ce combat-là parce qu'il faudrait qu'on arrête ici de défaire notre histoire. Un petit exemple avant de finir. Vous voyez par exemple à Mtsamboro, il y a le grand îlot de Mtsamboro, il y a 2 petits îlots au milieu. Ceux qui ont le bras long sont allés écrire sur les cartes que ça s'appelle Choisil. Mais qui chez nous a dit que ça s'appelle Choisil? Personne chez nous ne sait ça. Ces îlots s'appellent Malanza, c'est-à-dire Marunda, les oranges, Mia, les 100 oranges. Mia, c'est beaucoup chez nous. D'accord? À cet endroit-là, on plantait des oranges depuis très longtemps parce que les voyages avant se faisaient beaucoup plus par la voie maritime et les moteurs étant un peu faibles, on passait trop de temps en mer. Et quand on passait trop de temps en mer, on avait une carence en vitamine C. Et pour pouvoir pallier ces carences-là, il fallait des agrumes. Donc on avait posé des oranges au milieu. Vous voyez ça? Les 100 oranges, et on vient enlever ce mot qui raconte un peu notre histoire pour mettre quelque chose d'autre. Il faut se battre pour que les mots que nos anciens ont posés ici chez nous ne partent pas et qu'on mette d'autres choses. Tahiti plage, ça veut dire quoi? Allez poser la question pour comment ça s'appelait et pourquoi ça s'appelait. Vous avez forcément la réponse. Ouais. Mais si ça vous intéresse, battez-vous avec moi pour que ça ne soit pas seulement Tahiti plage qui est une réponse ici, mais que tout ce que nous soyons en train de perdre puisse être entretenu et gardé au bénéfice des générations qui viennent et au bénéfice de notre histoire et de notre connaissance de nous-mêmes.